Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la Communique. Bonjour Thierry Ross. Bonjour Dan Leclerc, tout va Très heureux bien? de vous retrouver, mais évidemment, bien sûr, quand je te vois, quand je vois nos invités qui sont voilà, en pleine forme, confinés certes, mais en pleine forme, je crois que ça va être évidemment une belle émission. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marc Rosenstiel. Bonjour. Bonjour Dan, bonjour Thierry, comment allez-vous? Mais nous sommes en Tout va pleine bien. forme. Je vois En que tu as pleine de la forme. lecture, Marc. Ah ouais, tu vois, j'ai tout lu, je connais tout par cœur. Il y a beaucoup de gens qui se mettent devant leur bibliothèque, hein. C'est ceux qui ont le plus de. Ouais, très souvent, hein. Il y a Et, ceux qui ne se mettent pas devant leur bibliothèque aussi. Ça tombe bien. Manu Geisman, bonjour. Bonjour à tous. Tu vas nous donner des nouvelles fraîches de la Fondation ELISA, dans laquelle eh bien, il se passe beaucoup de choses de nos chers résidents. On va peut-être commencer tout de suite par la Fondation ELISA, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. Et puis après, on passera évidemment pour réagir, Marc, évidemment aussi. Emmanuel Geisman, président de la Fondation ELISA. Quelles sont les bonnes nouvelles de la Fondation? Eh bien, alors je donnerai peut-être des points, on va dire, plus généraux et je laisserai volontiers la parole à mon vice-président et néanmoins ami Marc Rosenstiel, médecin de son état, qui d'abord, de par son métier, sera bien plus à même que moi de répondre à un certain nombre de questions et qui, d'autre part, a un contact quotidien avec la directrice pour faire un point tous les jours avec elle sur l'évolution des choses. Donc, il vous répondra sur un certain nombre de choses beaucoup plus précisément que moi. Ce que je peux simplement dire de manière très, très générale, c'est que comme malheureusement tout le monde et les EHPAD en particulier, nous n'avons pas été épargnés par le Covid, pour autant, il est quand même important de noter que nous sommes sur une population touchée qui est, je dirais, dans des proportions raisonnables, contrairement à certains autres EHPAD qui ont connu de véritables désastres sanitaires. Et nous avons eu effectivement quelques décès, mais je pense qu'à ce stade, en tout cas, les choses sont quand même très bien gérées, très bien maîtrisées par l'équipe sur place, que ce soit notre directrice qui se donne à fond, qui travaille, j'ai envie de dire, jour et nuit, puisque en plus de son travail de directrice, il est arrivé de renforcer les équipes et d'assurer même des gardes de nuit immédiatement après sa journée de travail, ce qui nous permet d'avoir un nombre de décès que je pense quand même être relativement maîtrisé, même si c'est toujours trop, et aussi la joie de pouvoir dire que nous avons des gens qui ont été infectés et qui, malgré l'âge de la population qu'accueillent les EHPAD, sont ressortis guéris. Donc, je pense que c'est important. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres, Manu et Marc? Marc, je te laisse peut-être… En gros, on peut estimer que, en fait, d'abord l'histoire. En fait, on a eu un certain nombre de patients qui étaient symptomatiques et nous avons immédiatement isolé les patients qui étaient symptomatiques dans une unité particulière. Et il se trouve que nous avons eu la chance, grâce au laboratoire de Lille, en la personne de Bernard Lévy et de Anne Lévy, qui ont été extrêmement proactifs à notre égard et qui nous ont permis, avant que le gouvernement ne le propose, de tester tous les patients, enfin tous les pensionnaires, pardon. Donc, nous avons cette grande chance d'avoir une cartographie très précise du coronavirus au sein de l'EHPAD. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons grosso modo, en comptant les patients symptomatiques et les patients asymptomatiques, environ un peu moins d'un tiers des pensionnaires qui sont Covid+. En revanche, l'excellente nouvelle, et qui prouve bien qu'il y a une gestion qui a été particulièrement efficace de la crise, nous avons une unité qui est complètement exempte du moindre patient Covid+. Je ne dis même pas asymptomatique ou asymptomatique, il y a 0 cas dans une des 3 unités de l'EHPAD. En ce qui concerne les décès, bien évidemment, nous en avons eu. Aujourd'hui, on est moins d'une dizaine.
Donc, je trouve, enfin une dizaine. Est-ce qu'on peut évaluer la surmortalité? Alors, la surmortalité, alors effectivement, on a eu également des décès qui ont été liés à d'autres raisons que le Covid. En gros, voilà, ça fait partie de la mortalité habituelle, malheureusement, d'une maison telle que la nôtre. Mais force est de constater que effectivement, nous avons une casualité qui est quand même assez faible par rapport, comme le disait Manu, à d'autres établissements. Euh, le président ou le Premier ministre, je ne sais pas, ont annoncé des mesures un petit peu, on ne va pas dire d'assouplissement, mais on va pouvoir retrouver des liens entre les familles et les pensionnaires. Est-ce que vous mettez ça en place? Alors, c'est quelque chose, c'est une réflexion qu'on avait déjà eue depuis un certain temps. Et effectivement, les cas sont déjà examinés cas par cas. On a déjà eu des visites qui sont à ce moment-là extrêmement encadrées. Les familles sont limitées en nombre de visites. Elles sont encadrées par des soignants qui les habillent, qui les lavent et qui leur permettent de voir effectivement les pensionnaires et les gens de leur famille. Donc, cette mesure est déjà mise en œuvre à peine la communication du gouvernement a été faite. Oui, ça c'est remarquable. Donc, on arrive aujourd'hui à maîtriser ce fléau parce que 30% des décès, je crois, dans le département Covid sont dans les EHPAD. Alors, je pense que c'est vrai que en fait, je suis vraiment rassuré parce que je trouve que les chiffres sont quand même bien plus limités qu'on aurait pu imaginer. En revanche, c'est loin d'être gagné. Tant qu'on aura des patients Covid, ah oui, les choses très importantes, nous avons eu 2 guérisons, c'est-à-dire qu'on a eu 2 pensionnaires qui étaient dans un secteur Covid qui ont été sortis. Donc ça a été une énorme victoire avec beaucoup de manifestations de joie au sein de l'EHPAD. En revanche, même si effectivement le tableau actuel est tout à fait, enfin, du moins est rassurant, aujourd'hui, la partie est loin d'être gagnée. Tant que nous aurons des patients qui seront Covid et qui seront identifiés et symptomatiques, eh bien, la bête ne sera pas vaincue. Alors, vous parlez bien sûr des patients, des familles et également les soignants. Comment est-ce que vous avez géré justement la relation et le taux de contagion des soignants et puis tout le personnel qui est autour et qui fait fonctionner la maison? Je pense aussi particulièrement aux cuisines et à toute l'hôtellerie-restauration qui a nécessité comme une grosse logistique, j'imagine, d'organisation pour maintenir les repas cachers et puis de pouvoir fournir toute la journée, tous les jours, de quoi subvenir aux besoins des résidents. Alors, pour parler du personnel soignant, d'abord, effectivement, je vais revenir sur ce que disait Manu. Nous ne pouvons que leur tirer un énorme coup de chapeau pour le travail fabuleux que toute l'équipe a pu effectivement, tout le travail qui a été effectué sous la houlette de Madame Gaude et de Madame Kiokia, qui est notre cadre, qui d'ailleurs était malade et qui est revenu. Nous avons eu beaucoup effectivement de personnel qui a développé la maladie avec un taux d'absentéisme qui a été malheureusement important et qui aujourd'hui se résout puisqu'il y a des soignants qui reviennent. En ce qui concerne la cuisine, nous avons eu le même problème. Il y a eu effectivement des gens de la cuisine qui sont tombés malades. Aujourd'hui, la situation est bien meilleure et que la cache-route qui a toujours été assurée aujourd'hui est garantie avec toutes les mesures nécessaires qui ont été prises. J'ajouterais que sur la cuisine, nous n'avons pas eu énormément de malades. Nous avons eu notre chômeur qui a été malade et qui immédiatement, qui s'est bien sûr mis en quarantaine immédiatement, mais dès qu'il était rétabli, a repris son poste. Et habituellement, il prend ses congés à Pessard. Et cette année, il a décidé de ne pas les prendre pour justement être présent et être là pour aider en cuisine, assurer toute la surveillance, la cachérisation de la cuisine, y compris à Chol Hamoed. Et par ailleurs, il a préparé pour tous nos coreligionnaires de la maison, pour nos résidents, des kits de seder individuels, faute de pouvoir faire des manifestations collectives cette année. Et il a réalisé des kits individuels avec tout ce qu'il fallait, matzah, on va dire mini, plat de seder, de sorte que chacun puisse au moins, à minima, être dans l'esprit de Pessah et du seder, même si évidemment, ce n'était pas la même chose.
Magnifique. C'est important de le préciser parce que je crois que tous ces gens qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas forcément et qui œuvrent en backup, en backstage, en arrière-boutique pour pouvoir offrir aux résidents eh bien, la cache-route, la qualité et puis surtout la dignité et de garder de garder le cap des traditions, c'est très important. Donc, merci et bravo à eux. Je crois que c'était très important de le souligner. Marc Rosenstiel, tu es également chirurgien et en dehors de ton engagement à la Fondation ELISA, que nous avions déjà reçu Manu qui nous en avait tenu informés, tu as également des fonctions de médecin à la clinique RENA, où tu as laissé de côté ton bistouri pour occuper des fonctions de médecin de garde pour les malades du Covid dans le service qui a été ouvert pour soulager les hôpitaux universitaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation maintenant à RENA, qui est une clinique qui n'est plus une clinique confessionnelle juive, mais c'est l'union de 3 cliniques confessionnelles juives, catholiques et protestantes qui fait qu'on garde un caractère religieux dans cette clinique. Alors, là encore, il y a beaucoup de choses magnifiques à dire. Lorsque l'épidémie Covid s'est mise en place, la clinique RENA s'est proposée d'aider à gérer, à délester le CHU d'une grande partie des cas de Covid. Les anesthésistes ainsi que les médecins internistes se sont mobilisés. Il y a eu un service qui a été ouvert, puis très rapidement un deuxième. Un certain nombre de lits. Ça fait combien de lits, ça? Alors, de tête, alors, je me souviens bien, je crois qu'il y a 15 lits plus 15 autres. Oui, c'est beaucoup. Encore une fois, je ne peux pas, parce que je ne les ai pas comptés malheureusement quand j'y étais, mais voilà le souvenir que j'en ai. Il se trouve que les internistes étaient très embêtés parce qu'ils étaient les seuls à faire les gardes, donc ils faisaient les gardes à 4. Il y a donc eu un appel de notre président de la CME qui a demandé quels étaient les volontaires pour venir faire les gardes Covid au sein de la clinique RENA. Et là, force est de constater que toute la communauté médicale, y compris les modestes chirurgiens tels que moi je suis chirurgien plasticien, je n'ai pas fait de médecine, ou du moins ce n'est pas mon métier, eh bien, on s'est tous inscrits sur un compte et on a pu ainsi être dispatchés dans le cadre des gardes. Ça a été donc un espèce de levée de toute la profession médicale, même ceux qui n'étaient pas spécialistes, pour essayer de supporter l'effort que faisaient nos internistes et surtout nos anesthésistes, qui étaient effectivement complètement au cœur même de l'affaire. Donc, bien évidemment, j'ai participé. Alors, j'ai fait une garde. J'ai fait un boulot qui était mon boulot d'interne, c'est-à-dire surveiller les patients. J'ai pu ainsi également admirer l'effort des soignants qui sont extrêmement présents et qui sont d'une générosité en termes de travail, en termes d'effort et tout en gardant un maintien, en maintenant le lien social de manière très vive. Et force est de constater également que ça a bien marché. Aujourd'hui, la situation elle est telle que, effectivement, globalement, c'est vrai que les admissions en réanimation sont moins importantes. Le problème des admissions en réanimation, c'est que les patients restent plus longtemps. En revanche, en médecine, c'est vrai qu'un grand nombre de patients ont pu sortir et c'est la preuve qu'effectivement, les choses ont bien fonctionné. Et donc, comment vous envisagez tous les deux, aussi bien à la Fondation ELISA qu'à la clinique RENA, enfin les autres cliniques, la date du 11 mai qui a été annoncée par le président pour une reprise lente à la vie normale? Ça paraît bien compliqué pour ce qui concerne la Fondation ELISA, parce que même si le personnel peut-être sera plus présent, sachant qu'aujourd'hui on a quand même un absentéisme qui frôle les 50%, qu'on remplace par l'intérim quand il le faut, mais qu'on n'est presque envie de dire malheureusement pas obligé de remplacer à 100%, puisque les décès Covid ou non Covid ne sont pas remplacés aujourd'hui par de nouveaux résidents, puisque nous sommes dans l'incapacité d'admettre en raison du Covid. Donc,
sur le plan des résidents, le virus n'aura pas disparu. Donc, risquer de les exposer en ouvrant grand les portes, ça paraît quand même bien dangereux. Et pour ce qui est des soignants ou du personnel, le 11 mai, certes, il y aura un déconfinement partiel ou progressif, mais pour autant, je ne pense pas que tous les enfants regagneront les bancs de l'école et il y aura forcément à minima les parents d'enfants en bas âge qui seront obligés de continuer à aller vers leurs enfants. Plus le problème du personnel qu'autre chose. C'est pas dire est-ce que vous envisagez, comme l'a laissé entendre le président, le Premier ministre, que les familles pourront venir visiter leurs parents? Dans des conditions strictes, parce qu'encore une fois, le virus n'aura pas disparu. Donc, je veux dire, on ne va pas non plus balayer d'un revers de main le 11 mai tous les efforts que nous avons fait, que le personnel surtout a fait, pour limiter la propagation de ce virus en ouvrant les portes et en accueillant toutes les familles comme elles le souhaitent. Voilà, il faut évidemment essayer au maximum de permettre aux résidents d'avoir du lien social et familial, mais il faut que ce soit dans un cadre très strict comme ça peut l'être aujourd'hui, enfin, je pense. On entend aussi beaucoup de gens parler de la détresse psychologique, de l'isolement des personnes âgées. Et particulièrement en fin de vie, il n'y a pas d'accompagnement, etc. Est-ce que vous l'avez ressenti Alors, c'est une situation difficile que les soignants ont eu également du mal à vivre, mais cela dit, dans la mesure où effectivement nous sommes face à un risque vital, il est sûr que c'est la santé qui a primé et qu'aujourd'hui, il est très bien qu'effectivement nous ayons l'autorisation de créer de recréer un lien aussi ténu soit-il et aussi limité soit-il. Okay. Et Marc Rosenstiel, au niveau de ton activité, enfin l'activité de tes confrères à la clinique, est-ce que vous envisagez une reprise d'activité comme nous les dentistes? Alors ça, nous sommes dans, je dirais même pas le flou complet, c'est-à-dire que nous sommes dans l'absence complète de nouvelles, que ce soit des tutelles ou que ce soit des cliniques. En fait, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si effectivement les cliniques ont déjà eu des instructions du gouvernement pour leur dire quand une activité normale pourra revenir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'activité est strictement limitée aux activités vitales, aux urgences chirurgicales, et elle n'est absolument pas à tout ce qui est chirurgie de confort ou médecine de confort. Enfin, la médecine de confort, c'est encore autre chose, mais la chirurgie de confort est donc complètement supprimée des blocs opératoires. Aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité sur ce qui va se passer à partir du 11 mai. Zéro. De toute évidence, je crois que, comme on l'entend régulièrement, toutes les professions sont impactées. Il va y avoir du travail pour le cabinet d'expertise comptable Geisman Levy. Il en a déjà. Pour ceux qui pourront encore payer, ce sera encore une autre affaire. Ce sera votre contribution à votre manière, dirons-nous. On a une bonne équipe de Tchétchènes, c'est bon. Oh, s'il n'y a rien à prendre, ils pourront venir autant. En tout cas, écoutez, déjà, un grand merci à vous tous d'avoir répondu présent, de nous donner des nouvelles régulières de la Fondation et puis de vos activités. C'est important de communiquer en ces temps troubles où la visibilité justement est extrêmement réduite. On n'hésitera pas à revenir vers vous aussi pour ce point régulier et vous donner des nouvelles. On espère bien évidemment les meilleurs possibles. Merci. Merci à vous. Et merci de votre dévouement pour nos aînés et nos malades. Voilà. Merci beaucoup. J'ajouterai juste un point, si je peux très rapidement. On parle beaucoup de nos soignants et c'est normal, mais c'est vrai qu'il faut aussi parler de notre cuisine et notamment du personnel de cuisine, puisque nous avons en partenariat avec l'Abrapa et via la SJ augmenté très sensiblement la production du nombre de repas, puisque nous produisons des repas cachers que l'Abrapa livre aux personnes isolées et ce volume a fortement augmenté
avec les mesures de confinement que nous connaissons depuis la mi-mars. Il serait peut-être intéressant la prochaine fois, on essaiera, j'aimerais beaucoup avoir un direct depuis les cuisines de la Fondation Elisa, si vous arrivez à nous faire ça ou nous donner une connexion pour qu'on puisse bien montrer justement tout le travail qui est réalisé et qui est absolument remarquable et surtout de qualité. Ça sera pour la prochaine. Très bien. Un direct Merci. depuis les cuisines et depuis la Fondation Elisa. Merci à vous, Marc Rosenstiel. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir de vous voir en forme. Et au revoir. Merci. Les barbus. À bientôt. À bientôt. À bientôt.